connais des faces dans la salle un petit peu. Oui, mon nom, c'est Mélanie Doucet. Je suis originaire du Nouveau-Brunswick. Ça fait presque 6 ans que je suis ici à Montréal. Je fais mon doctorat à McGill en travail social. Et je suis aussi une ancienne placée. Donc, moi, j'étais dans le système de protection de l'enfance toute mon adolescence. Donc, c'est très personnel pour moi, la recherche que je fais. Je suis très passionnée de ce que je fais, puis je suis très passionnée de faire la recherche participative, puis de vraiment partager le pouvoir puis le privilège que j'ai en tant que doctorante à ce niveau. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les résultats de ma recherche, très brièvement. Puis je vous donnerai des liens à la fin. J'ai un rapport de recherche et tout ça, si jamais que vous voulez en savoir plus. Je veux vous introduire à mon équipe de recherche. Moi, j'appelle mes participants mes co-chercheurs parce qu'on a vraiment fait ça ensemble. Donc, moi, j'étais la chercheuse principale, mais mes co-chercheurs étaient vraiment en collaboration avec moi, puis on travaille toujours ensemble 2 ans plus tard. J'ai appris d'écrire ma thèse présentement. J'espère de la déposer dans quelques mois. J'espère de graduer à l'automne. Mais je partage tout ce que j'écris avec eux. Je suis très transparente avec ce que je fais parce que je veux vraiment que ça soit eux qui contrôlent l'histoire qui se fait raconter. Puis que ce n'est pas moi qui interprète leur histoire pour eux. Donc, mes co-chercheurs, je veux juste les mentionner, Harrison Pratt, Jordan Reed, Kishana Emmanuel, Raina Jules, Rhonda Merle Parkin, Sabian Vanderwall, Tassina Alebi, Martha Zenganin. Donc, ces 8 jeunes qui étaient anciennement pris en charge, âgés entre 19 ans et 29 ans dans le temps de la recherche, de la région métropolitaine de Vancouver. Donc, moi, j'ai fait ma recherche à Vancouver. J'ai déménagé là pour 5 mois pour faire cette recherche. J'ai eu l'occasion de faire ma recherche là à cause de le défenseur des droits des enfants et de la jeunesse de la Colombie-Britannique m'a propositionné de faire ma recherche là. Ils m'ont donné des fonds pour faire ma recherche là. Puis aussi le Vancouver Foundation. En Colombie-Britannique, la mobilisation des jeunes pris en charge est très, très forte. Il y a beaucoup de réseaux de soutien par les pairs dans la communauté, à l'intérieur du ministère, à l'extérieur du ministère. Donc, j'avais accès à beaucoup de jeunes qui étaient impliqués dans la communauté en Colombie-Britannique. Mes co-chercheurs étaient principalement d'origine autochtone. Ils sont très surreprésentés dans le système de protection de l'enfance partout au Canada et surtout en Colombie-Britannique. Il y avait 3 autochtones, une personne irakienne autochtone, une d'ascendance mixte, une personne juive ashkénazie, un afro-canadien et une personne blanche. Les participants s'identifiaient principalement de genre féminin, 4 femmes, 3 hommes, incluant un jeune homme trans, et une personne qui s'identifie comme genre non-binaire. Et les participants aussi s'identifiaient principalement comme partie de la communauté LGBTQ+, 5 personnes sur 8. Puis j'ai fait certains quand j'ai fait le recrutement, j'ai fait certain d'inclure dans la description, puis quand je faisais des présentations sur le terrain, des groupes de jeunes, que je voulais vraiment que ça soit un espace inclusif. Donc, j'ai fait certain de dire spécifiquement que je voulais recruter des personnes autochtones et des personnes qui s'identifiaient comme LGBTQ+. Donc, la question de recherche qu'on a regardée ensemble, on voulait vraiment regarder les relations à long terme pour les jeunes lorsqu'ils quittent le système. Parce que, historiquement, les jeunes n'ont pas beaucoup de relations à long terme parce que la plupart des relations qu'ils font pendant leur temps dans le système sont mandatées par le ministère. C'est des relations qui sont payées pour être dans leur vie. Et une fois qu'ils ont 18-19 ans, en Colombie-Britannique, c'est 19 ans, à l'âge majoritaire, ces relations-là sont coupées.
Donc, le réseau de soutien n'est pas trop fort lorsqu'ils quittent le système. Puis, on voulait vraiment regarder comment on peut identifier les personnes qui importent aux jeunes qui sont placés et comment on peut développer et soutenir ces relations-là à long terme afin que les jeunes placés aient la chance d'avoir un réseau de soutien comme les jeunes qui ne sont pas dans le système de protection de l'enfance. Donc, la question qu'on a regardée, quel type de relations les jeunes placés qui font la transition à la vie adulte perçoivent-ils comme favorables à leur transition vers l'âge adulte et de quelle façon ces relations peuvent-elles être créées et préservées à long terme? Donc, en dessous de cette question-là, on a regardé les obstacles que les jeunes font face à avoir des relations à long terme, les mesures de soutien nécessaires pour développer et soutenir ces relations, et aussi les forces pour ceux qui ont eu du succès à avoir des relations à long terme. Donc, on a regardé toutes ces composantes-là sous cette question de recherche englobante. Je vais vous montrer un vidéo du projet. C'est à peu près comme 6 minutes de long. Ça donne vraiment un bon résumé, puis ça vous montre les jeunes qui ont fait partie du projet et leur travail. Le vidéo est en anglais, mais il y a des sous-titres en français. Donc, je veux juste vous dire ça parce que le projet était fait en anglais, mais j'ai fait des sous-titres en français afin que je puisse le présenter à des places francophones. Think about your turning of age birthday. Were you ready to be a fully self-sufficient adult? Think back to when you first moved out of your parents' home. Were you able to return if you needed a place to stay or a place to spend the holidays? Were you able to count on them and maintain a relationship after you moved out? When I was younger and while I was in ministry care, I was separated from my sisters, so I basically aged out on my own in separate towns of my family. For youth in long-term care, this is their reality. If they are unable to find forever homes during their time in care, they must rapidly transition to adulthood at the young age of 18 or 19, with no option to return in times of crisis. Because of that, I ended up homeless. I was lucky enough to find places, find roommates, but it didn't really turn out the way that it should have when I turned 19. This is due to provincial legislation across Canada mandating child welfare agencies to release youth from their care at the age of majority. This contrasts with the experience of their peers, who tend to stay at home up until the age of 29 and continue to rely on their families, friends, and communities throughout their adult lives. Due to this cutoff of supports, youth exiting care tend to have limited support networks, and most of the connections made during their time in care are formal, paid for, and have an expiry date. This is despite research indicating that supportive long-term relationships can act as a bridge during this difficult transition. Research also illustrates that the status quo is not working. Most young people exiting care are at high risk of experiencing multiple difficulties. Child welfare decision-making often does not include youth in care's perspectives, and their voices are often left out. Children and youth in care are rarely asked for their input when the decision to remove them from their homes and their family of origin is made. We have no options to choose for ourselves and have no control over the direction our life is taking. These practices need to change, and children and youth from care need to be involved in all decision-making discussions. This collaborative photo voice research project aimed to take a closer look through the power of images and accompanying captions at the relationships that matter to youth from care and how those relationships can be developed, nurtured, and sustained over time in a healthy way. I hope that people really, after this exhibit, realize that foster youth are also living, breathing people that have personalities
Preliminary results showcase the need for broadening the definition of family to include pets and parent-like mentors, and broadening the definition of community to include online forms of connection. Connections to spirituality, culture, and the land were also identified as important, especially for racialized and Indigenous youth. For our dear young ones that are in foster care right now, we ask a blessing for them. We want to carry a good vision that we're all part of a family, and we realize it and we recognize it and we feel the love and the kindness and the warmth of a family, all of us. As a former youth in care myself, this project is close to my heart. Through our collaborative research, my co-researchers and I aim to showcase that youth in and from care have a basic need for connection to others, just like their peers do. Forming relationships with youth in and from care so that our relationships with the system are not devoid of warmth and understanding. We should also be given the opportunity, as part of our healing journey, to make connections with those people who will have positivity in our lives and help us build social capital. As human beings, we cannot and should not have to exist self-sufficiently and independently from others. Our peers who are not in care are not expected to age out of their families at the age of majority and continue to rely on others throughout their adulthood. This is simply a normal part of life for them. However, youth in and from care are taught to become self-sufficient as they prepare to age out of the system, which imposes a lot of stress on them as they deal with yet another drastic transition in their lives. After we transition, we should be able to keep, these long-term relationships that we have built in the system, regardless of who they were with. Like, your counselor or people that you met, in your group homes, or not have restrictions on housing or based around even your pets. To keep our inner fire alive, we need to be interconnected to others who can help us thrive within our communities. We need to be provided with the same level of ongoing care, support, and love that our peers receive, so we can get a fighting chance to thrive and not just survive. Cette vidéo-là pour éduquer le grand public aussi, parce que je pense que c'est important pour le grand public de savoir que les jeunes quittent le système à l'âge majoritaire d'une façon qui est ordonnée par la législation, qui est vraiment pas juste, puis que les jeunes qui sont pas dans le système, c'est pas quelque chose, c'est pas une attente pour eux autres. Donc, pour le projet, j'ai utilisé une approche artistique, ça s'appelle Photo Voice. Photo Voice utilise l'approche recherche-action participative. C'est une méthodologie artistique qui utilise la photographie et le dialogue de groupe pour approfondir la connaissance d'un problème collectif. Donc, on a travaillé ensemble pour une période de 12 semaines, c'était quand même assez long ensemble, pour discuter sur le sujet des relations à long terme. Moi, j'ai beaucoup aimé cette approche, c'est pour ça que je l'ai choisie, parce que ça permet aux participants de présenter leur propre expérience. C'est une façon créative de montrer aux autres le monde tel qu'ils le perçoivent. Je sais, c'est comme cliché de dire ça, mais c'est vrai, une image vaut 1000 mots. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ou mettre en mots
des émotions qu'on ne peut pas mettre en mots, qu'on peut montrer avec une image, qu'on peut démontrer avec une image. Puis c'est quelque chose que on a vu à l'exposition qu'on a fait à la fin du projet dans une galerie d'art dans la communauté à Vancouver. On a invité plein de monde, on a invité des politiciens, on a invité des membres de la communauté, des amis, membres de famille. Puis vraiment, les gens étaient émus de ce qu'ils voyaient. C'était ça qui était le point. On voulait vraiment que les gens comprennent c'est quoi l'expérience des jeunes placés. Un autre aspect que j'ai vraiment aimé, c'est que du début jusqu'à la fin du projet, les participants sont les co-chercheurs avec moi. Puis en tant qu'ancienne placée, ça faisait du sens pour moi de faire ce type de recherche-là parce que vraiment, c'est tellement rare qu'on se rend au niveau doctoral que je voulais vraiment utiliser mon privilège et mon pouvoir d'être capable de leur donner une plateforme pour partager leurs histoires et leurs voix. Donc, l'objectif de la recherche, c'était de permettre aux jeunes placés qui font la transition vers la vie adulte de se servir de leur voix, de leurs histoires et de leurs yeux pour apporter des nouvelles connaissances, oui, au monde académique, mais aussi de susciter des changements au niveau de la communauté et de créer des changements qui vont avoir des impacts durables dans leur communauté. Un autre aspect que j'ai aimé de cette méthodologie, c'était qu'on a pu engager le public et les décideurs clés dans le processus de diffusion des connaissances et de l'action communautaire. Donc, on a eu une exposition, on a fait une vidéo qui a été distribuée partout, ça a été mis sur des sites web. On a fait un livre de photos qui est disponible aussi sur le web. On a fait des entrevues avec les médias. On fait plein de présentations ensemble. Je viens tout juste de retourner de Vancouver. J'étais là la semaine passée, puis on a fait un atelier ensemble sur la recherche participative et 4 de mes participants ont présenté avec moi. Donc, je continue à les impliquer tout au long de cette recherche, autant longtemps que je peux. Je vais rester en contact avec eux. Donc, oui, c'était beaucoup de travail. Ça demandait beaucoup de temps et de dédication des jeunes. J'avais commencé avec 11 jeunes, mais il y en avait 3 que, après comme 4 semaines, ils trouvaient que c'était un petit peu trop difficile et trop émotionnel dans leur vie dans cet instant. Donc, ils ont décidé de ne pas continuer avec le projet. Donc, j'ai eu 8 qui ont resté avec moi jusqu'à la fin et qui continuent à s'impliquer au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter tous les thèmes qui ont ressorti de la recherche. J'ai un rapport de recherche que j'ai écrit qui est très long, c'est comme 120 pages, quelque chose comme ça, avec les appendices. Puis j'ai un lien dans la diapo à la fin, si jamais que vous êtes intéressé à le lire. Mais je veux juste, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 des 12 thèmes, mais je vais vous les lire. Comme on a vu dans la vidéo, les compagnons animaux ont ressorti comme une relation très importante. Donc, c'était pas juste avec les êtres humains que les relations qui comptent ont ressorti. Le logement était aussi quelque chose d'important, surtout à Vancouver. Il y a beaucoup de difficultés à trouver des logements. Il n'y a pas beaucoup de disponibilité et ils se font discriminer à cause de leur statut d'anciens placés, souvent, et la plupart avaient été sans abri, soit du couchsurfing ou sur la rue à un temps ou à un autre. Comme dans la vidéo qu'on a vu aussi, la terre, la culture et la spiritualité est une autre relation importante, encore pas avec des êtres humains, mais c'était quelque chose qui a ressorti. Les relations avec les frères et sœurs, la famille élargie et les mentors qui jouent le rôle de parents. Aussi, quelque chose qui a ressorti, j'avais une jeune mère qui faisait partie de mon projet et elle avait eu beaucoup de difficultés avec le système où il y avait comme une implication en protection de l'enfance intergénérationnelle.
puis le système ne lui donnait pas les outils qu'elle avait besoin pour prendre soin de ses enfants, mais au lieu, il s'impliquait puis essayait de prendre ses enfants et de les mettre dans le système. Donc, ça, c'était quelque chose qui est ressorti. Santé mentale, thérapie non conventionnelle et guérison. Donc, pas tout le monde fonctionne de la même façon. Donc, pas toutes les approches fonctionnent pour tout le monde. Ça que je vais vous parler aujourd'hui, pratique tenant compte des traumatismes ou trauma-informed practice, comme on dit en anglais. Ça a ressorti. Prise de décision axée sur les jeunes, je pense que c'est quelque chose qu'on va parler cet après-midi aussi. Ça, c'est quelque chose qui a ressorti comme très, très important. L'investissement dans les champs d'intérêt, les talents et les forces, quelque chose qui faisait défaut pendant leur période de prise en charge. On était trop ciblés sur les moments de crise puis les problématiques, puis c'était très, très rare qu'on leur demandait « Ah, ben c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes passions, c'est quoi tes talents. » Donc, ça, c'est quelque chose qui a ressorti comme important. La défense des intérêts et soutien par les pairs, une autre chose qui a ressorti. Puis, c'est quelque chose qu'on a bâti quand même ensemble dans le projet aussi. Les formes de liens et de communauté en ligne. Ça, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas dans les politiques pour les jeunes qui sont placés, mais c'est vraiment leur réalité. Pour certains d'entre eux autres, ils ont des anxiétés sociales, puis les seules relations qu'ils peuvent faire, c'est en ligne. Ils trouvent des communautés en ligne, puis ça, c'est une forme de support. Et un autre thème que je vais vous mentionner aujourd'hui, l'appui et l'encouragement inconditionnel à long terme. Donc, ça, c'est quelque chose qui a ressorti des photos. Je vais vous partager 2 photos aujourd'hui. J'ai traduit les titres puis la description des photos. Donc, je vais vous lire le titre et la description avant de vous montrer la photo. Donc, plusieurs d'éco-chercheurs ont constaté que pendant qu'ils étaient placés, leur honnêteté avait été utilisée contre eux, notamment en raison de leur traumatisme et de leurs problèmes de santé mentale. Donc, beaucoup se sont sentis mal compris par des travailleurs qui étaient mal formés pour comprendre et reconnaître les impacts et les signes d'un traumatisme. Certains ont estimé qu'ils ne pouvaient pas être authentiques pour avoir accès aux services dont ils avaient besoin. Donc, ils devaient comme porter des masques ou être une différente personne. Certains d'eux ont dit qu'ils ne demandaient pas souvent pour de l'aide parce qu'ils avaient peur d'être admis involontairement dans une unité de psychiatrie, parce que ça va arriver. Donc, il y avait des bris de confiance avec les travailleurs sociaux. Une autre chose qui a ressorti aussi, c'est que les enfants et les jeunes qui sont pris en charge, ils sont rarement sollicités lorsque la décision est prise de leur sortir de leur famille d'origine, comme que Harry mentionnait dans la vidéo. Ils n'ont vraiment pas d'option à choisir ce qui se passe avec leur vie. On prend peut-être 5-10 minutes pour leur expliquer qu'on les enlève pour leur mettre dans une place plus sécuritaire, mais on ne se sent pas en contrôle quand ça se passe. Moi, je me souviens quand ça se passait, moi, je ne me sentais pas en contrôle, moi non plus. Donc, la photo que je vais vous montrer, ça s'appelle « Conformité ». Harry a écrit la description. La relation entre les travailleurs sociaux et le jeune pris en charge peut être fragile en raison de la lourde charge de travail du travailleur social. Établir une relation avec les personnes qui décident si vous avez droit ou non à de l'aide financière exige un certain degré de gestion de l'impression. Les jeunes pris en charge qui sont brus et ouverts à propos de leur traumatisme et de leurs besoins peuvent être perçus comme ne répondant pas aux conditions pour obtenir de l'aide. Et voici la photo que Harry a prise. La photo, c'est la porte du ministère. Puis, je ne sais pas ce que vous pouvez voir clairement. Peut-être pas autant que sur l'ordinateur, mais il a superimposé une image d'un cimetière.
pour donner un message que lorsqu'il doit se rendre à cette porte, il sent comme sa vie est finie. Donc, je vais lire une citation de Harry que j'ai traduit. Il dit « Je me souviens d'être passé par ces portes au bureau du ministère et les travailleurs sociaux t'interrogent toujours. Et tout ce que tu dis sera utilisé contre toi. Les jeunes peuvent être perçus comme ne méritant pas de soutien. Certaines personnes de ma connaissance qui y sont allées, comme mes frères et sœurs, étant un peu plus jeunes, je suis un peu plus rebelle et franc. Ils n'étaient pas aussi bien traités que moi. Je savais un peu comment jouer à leur jeu. Ces adultes, ils aiment vous imposer leurs valeurs et n'écoutent pas ce dont tu dis d'avoir besoin. Alors, tu dois faire appel à leurs valeurs dans un sens et ensuite, ils te verront comme quelqu'un de bon. Je savais ce qui se passait, alors j'ai joué à leur jeu. J'ai pu obtenir ce dont j'avais besoin du système, mais je sais qu'un de mes frères n'était pas capable de le faire, car il était très honnête avec le ministère concernant les problèmes qu'il expériençait, et à cause de ça, il était considéré comme un problème, et en tant que jeune à haut risque. Et ainsi, plus que tu es à risque élevé, moins tu reçois de soutien. Donc, dans notre recherche, on a aussi fait des recommandations concrètes pour que les intervenants de première ligne et le système de protection de l'enfance puissent mettre ces choses-là en action pour changer les choses. Donc, dans notre rapport, on a 34 recommandations spécifiques pour faire des changements dans le système. Je vais vous lire les quelques recommandations sous ce thème pour changer les pratiques tenant compte des traumatismes et la prise de décision axée sur les jeunes. Une des recommandations, il faut que la formation destinée aux professionnels œuvrant dans le système de protection de l'enfance, dans les institutions publiques et dans la communauté repose sur une perspective tenant compte des traumatismes et que les types de mesures de soutien que reçoivent les jeunes placés et ex-placés leur soient fournis dans un contexte tenant compte des traumatismes. Deuxième recommandation, les enfants et les jeunes placés et ceux qui font la transition à la vie adulte ont besoin de participer à toutes les discussions menant à des prises de décision. Nous avons besoin d'être vus et entendus comme des contributeurs et des parties prenantes légitimes. Troisième recommandation, les jeunes placés et ceux qui font la transition à la vie adulte ont également besoin de transparence et d'honnêteté dans les décisions qui les touchent. Et quatrième, il faut que les interventions de type paternaliste soient remplacées par des pratiques axées sur les jeunes. Les travailleurs de première ligne doivent être à l'écoute des besoins des jeunes placés, les croire et défendre leurs besoins. Je vais vous montrer une dernière photo avant de terminer. Tous les jeunes dans mon groupe ont déclaré que l'objectif du système de protection consistant à la vie autonome ou independent living empêche les jeunes de nouer des relations durables et saines et les oblige à s'isoler et grandir trop vite. Bien que l'apprentissage des compétences de vie telles que faire un budget, être capable de cuisiner, être capable de nettoyer l'appart, soit jugé important pour le fonctionnement d'un jeune, il est tout aussi important d'être connecté à d'autres personnes capables de fournir un mentorat, un soutien et une éducation continue tout au long de la vie adulte. Donc, la photo que je vais vous montrer, ça a été pris par Jordan. Et le titre, ça s'appelle « La lumière dans nos cœurs ». Et Jordan a écrit un poème pour accompagner la photo. « Voici ce qu'est pour moi la lumière de mon cœur. La garder allumée est un art délicat. Une petite brise suffit à l'éteindre, une autre lumière disparaît et n'attise que le doute. Seuls nous souffrons, cependant je sais par où commencer. Ensemble, nous brillons plus fort, la lumière dans nos cœurs. » Et ça, c'est la photo que Jordan a prise. Et ce que ça signifie, c'est l'importance de l'interdépendance.
que les jeunes qui sont placés ont besoin d'être connectés à des autres pour que leur flamme soit capable de devenir plus forte et plus brillante. Parce que lorsqu'on est tout seul, on n'est plus à risque que notre flamme s'éteigne ou devienne faible. Donc, une des choses que, je vais vous lire la deuxième recommandation, une des choses qu'on essaie de critiquer ou aussi de vraiment mettre l'emphase dessus dans notre projet de recherche, c'est que les politiques et les pratiques qui visent les jeunes qui font la transition à la vie adulte ont vraiment besoin d'être modifiées, puis que l'approche à la vie autonome ou independent living, vraiment, ça a besoin d'être complètement changé à une approche d'un mode de vie interdépendante. Donc ça veut dire créer et maintenir des communautés de liens durables pendant que les jeunes sont dans le système pour qu'ils aient un réseau de soutien qui les suivra pendant toute leur vie adulte, pareil comme les jeunes qui ne sont pas dans le système. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos, j'ai plein de choses à partager, mais je vais arrêter là. Il y a un rapport et un résumé du rapport qui est disponible en ligne sur le site web du BC Child and Youth Representative. J'ai aussi un livre de photographie, donc toutes les photos et les captions qui ont été dans l'exposition sont en ligne aussi. Et la vidéo est sur YouTube si jamais que vous voulez la regarder de nouveau.